Aujourd'hui, je suis à Versailles, dans le potager du roi, dans l'une des serres de l'École nationale supérieure du paysage. Et vous voyez à côté de moi un caféier, un superbe plan de café, parce que le café finalement est un très bon exemple de la mondialisation progressive qu'a connue notre alimentation. Le café est né sur le continent africain, exactement en Éthiopie. Alors le dessous des cartes va consacrer 3 numéros à cette géographie des alimentations. Et aujourd'hui, je vais commencer bien sûr par faire un peu d'histoire. Plaçons sur une carte les foyers d'origine des principaux aliments végétaux. Le Proche et le Moyen-Orient sont les foyers historiques du blé et de l'orge. La Chine du Nord est le foyer de l'orange. Dans le sud-est asiatique, on trouve le riz ou la banane. L'Amérique centrale est le foyer historique du maïs, du cacao. Plus au sud, en Amérique andine, on trouve la pomme de terre ou la tomate. L'Afrique a donné le café, la pastèque. Et puis enfin, on trouve l'olivier, surtout le pourtour méditerranéen. Alors, ces zones de richesse végétale ont favorisé des pratiques agricoles qui vont donner naissance à de véritables cultures alimentaires. Dès l'époque néolithique, vers 9000 avant Jésus-Christ, le blé et l'orge sont cultivés au Proche-Orient, avant d'être progressivement diffusés en Europe, en Asie et en Afrique. Plus tard, la culture du riz apparaît en Asie du Sud-Est, puis se diffuse dans le reste de l'Asie, et puis c'est au tour du maïs d'être cultivé en Amérique centrale, puis en Amérique du Sud. Voilà donc comment s'installent ces 3 aires agricoles, dont culturelles, que Fernand Braudel définit comme la civilisation du blé, la civilisation du riz et la civilisation du maïs. Et ces 3 aires vont perdurer pendant des siècles jusqu'à ce qu'elles soient perturbées par la conquête du monde par les Européens. Regardons de plus près comment s'est déroulée la première mondialisation alimentaire. À la fin du XVe siècle, 2 puissances européennes, l'Espagne et le Portugal, cherchent à avoir un accès direct aux épices asiatiques, la muscade ou le poivre. Or, les routes commerciales de l'époque traversent toutes des territoires contrôlés par des dynasties musulmanes, lesquelles prélèvent au passage des taxes sur ces marchandises très prisées des cours européennes. Alors, pour contourner ces taxes et ces territoires, les monarques chrétiens cherchent donc à atteindre l'Asie par la mer. Christophe Colomb pense y parvenir en faisant route vers l'ouest, mais on le sait, il n'arrive pas en Inde, mais redécouvre l'Amérique en 1492, ouvrant ainsi la voie à d'autres conquêtes européennes. Le Portugais Vasco de Gama, lui, choisit la route vers l'est. Il s'embarque en 1497 à la tête d'une flotte de 4 navires. Il double le cap de Bonne-Espérance, cabote le long des côtes africaines et met le cap sur l'Inde. Il arrive à Calicut 1 an plus tard, et sur place, des commerçants arabes lui demandent ce qu'il est venu chercher, et Vasco répond « des chrétiens et des épices ». Or, il ne trouvera pas les premiers, mais va pouvoir offrir au Portugal un accès direct à ces fameuses épices, et ce pendant plus d'1 siècle. C'est ainsi que l'hégémonie arabe sur le commerce du poivre ou de la muscade s'effondre, et que le Portugal peut contrôler le commerce très lucratif des épices. Au début du XVIIe siècle, ce sont les Hollandais qui parviennent à supplanter les Portugais dans cette région du monde. Avec la création en 1602 de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, ils s'imposent comme la première puissance commerciale du monde, et notamment dans le commerce des épices. Pour asseoir leur monopole, ils transplantent des poivriers dans leur possession des Indes néerlandaises, aujourd'hui l'Indonésie, puis détruisent toutes les autres plantations ailleurs, afin de maintenir les cours du poivre. Au XVIIIe, la suprématie hollandaise est à son tour contrée par l'émergence de la puissance britannique dans la région, puis les Français eux aussi viennent rompre le monopole sur le commerce des épices. Par exemple, un botaniste français, Pierre Poivre, parvient à transplanter des poivriers sur l'île de France, qui est aujourd'hui l'île Maurice, puis le botaniste acclimate plusieurs épices dans différentes parties de l'Empire colonial français, comme dans l'île Bourbon, qui est aujourd'hui la Réunion, et même en Amérique du Sud, en Guyane française. Voilà, ceci pour vous montrer comment peu à peu on assiste à une sorte de mondialisation des épices, et avec la multiplication des foyers de culture, leur valeur économique s'affaiblit, jusqu'à ce que ces produits deviennent ingrédients courants sur nos tables européennes. Regardons maintenant le continent américain, parce que là, l'installation des Européens à partir du XVIe siècle va favoriser d'autres types d'échanges alimentaires.
Venues du Nouveau Monde, certaines plantes s'imposent avec plus ou moins de difficultés dans l'alimentation européenne de base. Prenons le cas de la tomate. La tomate est originaire des Andes, elle était d'ailleurs déjà connue des Incas, elle passe en Amérique centrale où les Aztèques la cultivent, puis arrivent les conquérants espagnols qui vont la ramener en Europe au XVIe siècle, puis la tomate devient au XVIIIe siècle une culture de la Méditerranée au point d'en devenir un symbole, puis elle retourne sur le continent américain, au nord cette fois, avec les migrations européennes vers le Nouveau Monde. Autre exemple, la pomme de terre. Originaire elle aussi des Andes, elle arrive vers 1550 en Europe, rapportée comme la tomate par les Espagnols. Elle s'impose assez vite en Europe du Nord, mais elle va mettre 2 siècles pour être acceptée sur les tables françaises, car elle est alors considérée comme malsaine et impropre à la consommation. Parmi les autres cultures autrefois inconnues en Europe, on peut citer le haricot, le maïs, ou le cacao, qui reste un produit d'importation car il ne peut s'adapter aux climats européens. En sens inverse, ce sont les Européens qui vont apporter sur le continent américain le blé, le bœuf ou le mouton, les prairies du Nouveau Monde offrant des espaces immenses et adaptés. Les Européens vont aussi y acclimater des cultures provenant d'Afrique ou d'Asie, comme le café ou la canne à sucre. Alors on le voit bien, on assiste là à un premier brassage comme un début de mondialisation agroalimentaire qui va être évidemment renforcé par la révolution industrielle. Car avec cette révolution amorcée par les Européens au milieu du XVIIIe, apparaissent les premières machines, et donc les premières machines agricoles. On peut cultiver des surfaces de plus en plus vastes, augmenter les rendements, et avec la croissance démographique et la forte urbanisation du XIXe siècle, tout cela stimule la demande alimentaire, donc l'accroissement de la production agricole. Cette production va ensuite être stockée et transformée à proximité des grandes villes. C'est la naissance du modèle agro-industriel contemporain. Ce modèle industriel a été accompagné par de nouvelles techniques de conservation des aliments, comme la stérilisation par le chaud, qui se développe à partir du milieu du XIXe siècle, et qui va donner naissance à l'industrie de la conserverie. En sens inverse, il y a la surgélation, qui apparaît dès les années 1870. Et ces avancées techniques sont couplées à l'essor des réseaux de transport. Un ingénieur français, Charles Tellier, installe en 1876 une chambre froide sur un navire. Le frigorifique, comme on le nomme alors, quitte le port de Rouen avec à son bord une cargaison de viande. L'idée est de prouver aux éleveurs argentins que de la viande peut en toute sécurité traverser l'Atlantique. Alors malgré les avaries, le navire réussit à maintenir la chaîne du froid et livre sa cargaison à Buenos Aires après un voyage de 105 jours. Le frigorifique repart alors vers la France avec, dans ses cales, plus de 25 tonnes de bœuf argentin. Au XXe siècle, des moyens de transport, et notamment le fret aérien, vont accélérer la mondialisation alimentaire. De grands pôles de production se mettent alors en place. Prenons le cas des États-Unis, où là, le modèle a façonné le territoire avec la mise en place de zones de production agroalimentaire intensive spécialisées, ce qu'on appelle les belts, c'est-à-dire les ceintures agricoles. Au nord-est du pays, on trouve la Dairy Belt, qu'on traduit par la ceinture du lait, à proximité des grandes métropoles. Au nord et au centre, la Wheat Belt, ceinture du blé. À l'est, il y a la Corn Soil Belt, c'est-à-dire la ceinture du maïs et du soja. Dans la même région et jusqu'au centre du pays s'étend une vaste zone de polyproduction. Au sud du pays, c'est la Sun Belt, c'est-à-dire la ceinture du soleil, où l'on produit des agrumes, des fruits, des cultures maraîchères. Et enfin, à l'ouest, on trouve une zone de pâturage extensif pour la production de la viande. Ce sont ces zones de production spécialisées, à haut rendement, qui ont favorisé le développement de l'industrie agroalimentaire américaine. Elles approvisionnent le marché local, mais elles sont aussi largement tournées vers l'exportation. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on est évidemment très loin des civilisations que nous évoquions tout à l'heure, telles que définies par Braudel. Civilisation du blé, du riz, du maïs, car aujourd'hui 3 modèles alimentaires dominent. Le modèle méditerranéen, de plus en plus valorisé pour sa richesse en fruits, en légumes, en huile d'olive, mais aussi pour son mode de production, qui est resté lié au monde rural et au système de culture vivrière. Le modèle chinois, qui est diffusé depuis longtemps grâce à une diaspora très importante
est présente presque partout dans le monde et surtout dans les grandes villes. Et enfin, le modèle nord-américain. Ce dernier a été porté par les industries de l'agroalimentaire, il s'est imposé dans les pays industrialisés, puis dans les grandes villes des pays émergents, et maintenant il s'installe dans les villes des pays en développement, ce qui entraîne tout à la fois des inquiétudes sanitaires, environnementales et économiques. Alors pourquoi ces inquiétudes? Eh bien c'est ce que je vais vous décrire en détail dans un prochain numéro, mais il faut bien voir qu'on a d'un côté donc cette mondialisation de l'alimentation que je viens de vous décrire, et de l'autre des frontières considérables entre les insuffisances et les excès. Vous avez toujours 1 milliard de personnes à peu près qui chaque jour n'ont pas assez à manger, et de l'autre, vous avez maintenant à peu près 500 millions de personnes qui sont touchées par l'obésité, cette nouvelle épidémie du XXIe siècle, et qui gagne maintenant les pays émergents. Alors dans un cas comme dans l'autre, merci le modèle agroalimentaire industrialisé. Alors vous pouvez lire le livre de Christian Boudan, La géopolitique du goût, aux éditions Presse universitaire de France. Vous pouvez lire les radis d'Ouzbékistan de Gilles Fumet, c'est un tour du monde des habitudes alimentaires, aux éditions François Bourin, et puis ce très beau livre de Jean-Marie Pelt, Ces plantes que l'on mange, aux éditions Duchesne.